On commence, Joseph? Ouais. Tout d'abord, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Joseph Ponce. Je suis chargé de communication et des événements ici à l'Alliance française de la Nouvelle-Orléans. Euh, et puis après, bienvenue. Merci d'être venu. On a à peu près 52 personnes inscrites. Donc, il y aura peut-être plus de personnes qui se connectent au fur et à mesure. Mais on est très content d'être ici. On est très content de accueillir virtuellement Madame Laura Larençon du Mémorial ACT au Guadeloupe. C'est un plaisir. On disait aujourd'hui en fait que c'est l'un des avantages de faire des événements en ligne en ce moment, c'est qu'on peut faire des rendez-vous avec des gens n'importe où dans le monde. Évidemment, c'est plus facile quand on est dans le même hémisphère parce qu'il n'y a pas de changement d'heure. C'est difficile de faire des choses avec des gens en France métropole. Donc, merci d'être venu, Lorella. C'est vraiment un plaisir. Je voulais vous parler vite fait du principe de ces rendez-vous. Les rendez-vous de l'Alliance, c'est une rencontre qu'on fait une fois par mois avec soit un artiste, soit un académique, soit un activiste, quelqu'un qu'on veut, qu'on veut discuter, on veut entendre discuter leur métier et leur art. Et alors en janvier, on avait invité Amy Kirk. C'était la fondatrice du crew légendaire ici à la Nouvelle-Orléans. C'était un peu pour lancer la saison de Mardi Gras, du carnaval. Et là maintenant, on aura Madame Laura Lalençon. En mars, le 20 mars, en ligne, on va inviter Monsieur Ross Lewis et sa collègue Catherine Dessignes de l'Université de Léon III. Ils vont parler de leur projet Les identités francophones en Louisiane. Et ça fait partie de notre semaine de la francophonie. Également en avril, on invite Monsieur Johan Guillaume. C'est un musicien de jazz qui a fait son dernier album ici à la Nouvelle-Orléans. Ça va être également en ligne. On n'a pas encore sorti les détails, mais c'est un petit sneak peek. Et puis en mai, on invite le PDG le Centre de la francophonie des Amériques, Monsieur Sylvain Lavoie. On n'a pas encore calé les dates et les horaires, mais il va parler du travail que le CFA fait dans les Amériques, ainsi qu'ici en Louisiane, et les opportunités de travail avec lui. Alors, avec tout ça, je passe la parole à Émilie, à ma directrice, pour présenter un peu les événements de ce soir. Merci beaucoup, Joseph, pour cette présentation des événements à venir. Effectivement, on est très content de vous voir nombreux ce soir pour accueillir Lorella Rinson. Lorella et on a souhaité inviter Lorella dans le cadre du Black History Month parce que vous êtes directrice du musée, du Mémorial ACT, du MACT en Guadeloupe, qui est donc un lieu exceptionnel dédié à l'histoire, à la mémoire et au patrimoine des traites et de l'esclavage. On voulait justement donner une perspective française, antillaise, à ces questions qui sont évidemment très, très importantes ici aussi aux États-Unis, et en particulier en ce mois de réflexion sur l'histoire afro-américaine. Vous êtes conservatrice du patrimoine, diplômée de l'École du Louvre, de l'Université de la Sorbonne, de l'Institut national du patrimoine, et vous avez en particulier travaillé sur des collections africaines et sur la culture créole. Votre biographie est longue et vous avez pu participer à de nombreuses expositions en tant que commissaire d'exposition sur toutes ces questions de créolisation, d'échanges culturels. Vous êtes donc spécialiste de la créolisation et des échanges culturels transocéaniques entre les côtes orientales d'Afrique et d'Asie et dans les Caraïbes. Pardon. On s'est connus il y a quelques années alors que vous étiez en poste à la délégation générale à la langue française et aux langues de France, au ministère de la Culture en France, à Paris. Et à l'époque, vous étiez en particulier mandaté, corrigez-moi, mais sur les questions justement de la diversité des langues de France et notamment des langues des Antilles. Et je pense que ce sera un sujet intéressant à évoquer avec notre public ce soir. J'en profite pour remercier quelques personnes présentes. Je pense à Monsieur Ibrahima Seck de la Whitney Plantation qui nous parle de Dakar et, je le remercie de se connecter si tard. Je crois qu'il y a quelqu'un d'Orléans aussi. Merci beaucoup d'être avec nous malgré l'heure. Je crois que Monsieur Joseph Dunn, qui est l'ancien président
de l'Alliance et qui travaille, lui, à la Laura Plantation, qui est aussi un lieu qui travaille sur ces questions, et connectés. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous qui êtes là, d'être avec nous ce soir. Je vais laisser la parole à Laurella Rinson pour, dans un premier temps, présenter, le projet du musée, du Memorial Act qui, nous permettra, enfin qui donnera une très bonne introduction, je pense, à toutes les réflexions qu'on pourra partager et toutes les questions que vous pourrez lui poser, par la suite. Voilà, Laurella, je vous laisse la parole. Merci Émilie, donc bonsoir, bonsoir Joseph, bonsoir Ibrahima. On se retrouve après, je crois, presque oui, 2 ans. On avait participé, on avait travaillé ensemble sur un atelier sur ces questions d'esclavage à Dakar, dans les prémices, dans la préfiguration du musée des civilisations noires. Donc je suis très heureuse de te retrouver là par ce Zoom. Et puis bonsoir à vous tous. Alors je voudrais évidemment remercier l'Alliance française de la Nouvelle-Orléans de cette initiative, de m'inviter pour parler du MACT dans ce beau programme là du semestre que Joseph Ponce vient de nous présenter. Et donc, c'est vrai qu'il y a des liens. On est dans cette grande Caraïbe qui est composée de ces îles, de ces archipels, mais aussi qui s'étend jusqu'au continent. Et on a beaucoup de choses en commun. Donc, c'est une très belle initiative et je vous en remercie. Alors, je vais un peu vous présenter le MACT, voilà, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, notre Memorial Act n'était encore pas si connu à l'international, en milieu des cercles en dehors, je veux dire, des cercles très, très spécialisés. Et notre ambition, c'est évidemment que cette grande institution, cette institution d'envergure, mette la Guadeloupe sur la carte des musées du monde. Alors, donc, cette présentation, c'est d'abord celle d'une architecture assez impressionnante. À l'échelle de l'île, c'est une île de 1700 mètres carrés et on a ce gigantesque paquebot. Donc, vous voyez là, en gros, le cœur central d'abord. Donc, ça, c'est l'atrium avec cette sculpture de métal qui représente le potomitan. Donc, au cours de la présentation, il y aura quelques termes en créole, mais que je vous expliquerai. Et ce potomitan, c'est le poteau qui retient, en fait, qui tient le centre de l'architecture traditionnelle, de la case, et qui aussi, par extension, a désigné aussi la femme, donc centre de la structure familiale. Mais il prend un autre sens, enfin, en tout cas un sens supplémentaire ici au MACT. Il est aussi en fait le cœur où tout le monde se rencontre, et puis le cœur aussi d'où partent en fait, et là on va passer peut-être à la diapo suivante. Ou alors c'est moi qui… Voilà. D'où partent en fait toutes ces résilles, cette résille que vous voyez argentée qui recouvre la structure architecturale. Et cette résille, elle fait référence aux racines des figuiers maudits. Donc, sur tous les vestiges, tous les vestiges architecturaux, tous les bâtiments très anciens, les ruines, poussent ces figuiers maudits qui, à la fois, détruisent un peu cette architecture et puis, au bout d'un moment, en fait, la retiennent et en sont les protecteurs. Et cette résille argentée, elle repose sur une boîte noire. Et cette boîte noire, en fait, elle symbolise par tous les morceaux de quartz qu'on peut voir. Elle symbolise en fait toutes ces âmes à qui on rend hommage dans cette institution. Donc c'est un peu la présentation de cette architecture. Donc on peut passer à la diapositive suivante pour que vous puissiez voir le MACT Wow. sous d'autres aspects, et vous pouvez voir que c'est un bâtiment qui s'impose en fait dans la ville et qui s'impose aussi sur l'île. Et il n'y a effectivement rien de comparable sur l'île, mais dans la Caraïbe non plus à cette échelle. Donc c'est un bâtiment d'envergure. Donc il y a encore une autre diapositive qui vous montre l'architecture. On peut continuer.
Voilà, donc c'est le MACT de nuit et en fait, ce que vous apercevez, c'est un pont parce que c'est aussi un site multiple. Donc il y a d'abord le bâtiment qui, est relié à la mer et le projet, reprend en fait ce lien, organique avec la mer et puis il y a ce pont, qui relie, le bâtiment et la partie des expositions à une autre partie du site qui est le Morne Mémoire, donc on va voir, peut-être juste après. Hem alors, encore après, voilà et donc ce morne-mémoire qui fait face au bâtiment, hem c'est le morne sur lequel il y avait en fait cette usine sucrière de Darboussier, parce que le MACT a été construit sur, un site historique d'une usine sucrière et il en reste des vestiges, donc notamment, cette vinaigrerie dont vous pouvez voir les murs et les racines que vous voyez là qui, sur l'autre photo, qui emprisonnent ce mur sont justement, c'est ce qui a inspiré l'architecte pour faire cette résille. Donc, on est vraiment sur un bâtiment extrêmement symbolique. On va retourner à la diapositive précédente. Donc, un bâtiment extrêmement symbolique qui reprend vraiment des codes du paysage guadeloupéen, des codes auxquels tout le monde peut se rapporter et que tout le monde peut s'approprier. Et entre 2 bâtiments, entre 2 pans en fait de cette institution, une large place, d'à peu près 3000 m², qui est la place des commémorations où là, on relie d'un côté l'auditorium qui peut accueillir 300 personnes et qui, est complètement, permet justement, de montrer tout le spectacle vivant, tout le patrimoine culturel immatériel, et de l'autre côté, l'espace des expositions qui lui, euh, recouvre 1700 m² d'exposition permanente et 700 m² d'exposition temporaire. Et au milieu, cette place que tout le monde s'approprie en fin de journée et les associations culturelles, sportives viennent utiliser cette place en fait pour des entraînements, mais aussi en ce mois de février, hors Covid, hein, là c'est un peu plus compliqué cette année, mais généralement, les groupes de carnaval aussi, qui sont nombreux dans le quartier, s'approprient aussi cet espace pour leurs répétitions, et ça dès la fin du mois de décembre en général, jusqu'au moment du carnaval. Et c'est aussi l'endroit où les commémorations du 27 mai, donc le 27 mai, date de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe, c'est aussi sur cette place de commémoration que se passent les manifestations. Donc voilà pour l'architecture du MACT. Alors le MACT, c'est un établissement qui a été inauguré le 10 mai 2015 et ouvert au public le 7 juillet de la même année. Mais c'est un projet finalement qui relève d'une aspiration très ancienne. C'est d'abord une aspiration guadeloupéenne et ensuite une ambition nationale. Les deux marchant parallèlement. En gros, c'est un projet qui s'appuie sur ses deux pieds et marche sur ses deux pieds parallèlement. Et donc, c'est vraiment l'aboutissement d'un désir ancien qui est profondément ancré dans la société guadeloupéenne, avec l'implication d'acteurs, d'ailleurs, des différents territoires des Outre-mer hein, sur cette question de l'esclavage, donc des acteurs qu'ils soient culturels, scientifiques, intellectuels ou politiques. Donc, on a par exemple, dès 1994, l'inauguration d'une maison de l'esclavage dans une des communes, donc la commune du Lamentin en Guadeloupe, sur une habitation. Puis en 2004, en fait, le Conseil régional de Guadeloupe va se faire l'écho de toutes ces réflexions, de toutes ces revendications et de tous ces souhaits en fait d'avoir une institution dédiée à cette histoire et en 2004 va décider qu'une structure va être construite sur ce sujet-là, sur cette thématique-là. Le projet débute réellement en 2010 et en fait là on est à 10 ans du départ en fait de la gestation, de la genèse de ce projet et le MACT rentre
dans ces 10 ans après, dans une nouvelle phase dont on va parler. Mais je voudrais avant vous raconter comment parallèlement en fait à cette aspiration guadeloupéenne, il y a une ambition nationale aussi qui se construit. Et donc on a dès 2001 la loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, donc la loi plus connue sous le nom de loi Taubira, dont on va fêter les 20 ans cette année. Cette loi qui va finalement inscrire les différents mécanismes par lesquels on va commencer à traiter de cette histoire, et notamment la constitution d'un comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage en 2004. Parallèlement, en 2005, il y a aussi une réflexion et une mission de préfiguration qui est confiée à Édouard Glissant pour un centre national pour la mémoire des esclavages. Donc, ça donnera d'ailleurs lieu à une publication d'Édouard Glissant sur la question. Et donc, on voit là aussi, donc là, on est au niveau national, mais au niveau parisien, mais en même temps, cette implication des acteurs des Outre-mer, donc des acteurs, comme on l'a dit, culturels, artistiques, politiques, intellectuels, elle est aussi relayée dans les grandes villes en fait qui se sont construites sur cette histoire de l'esclavage, donc Nantes, Bordeaux, La Rochelle, et les musées de ces grandes villes connaissent des rénovations de leurs projets muséographiques. Donc on a le château musée des Ducs de Bretagne qui, au bout de 17 ans de rénovation, va inclure en fait une partie de cette histoire de la ville de Nantes. Il y a un mémorial spécialement dédié à cette histoire qui est construit face au musée. Le musée d'Aquitaine à Bordeaux va aussi rénover ses salles, et puis le musée du Nouveau Monde à La Rochelle aussi va connaître le même mouvement. Donc, on voit bien que le MACT, en fait, c'est vraiment l'aboutissement de toute une réflexion assez longue et le fruit de travaux venant de différents horizons. Alors, en 2006, est instituée la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, donc tous les 10 mai depuis 2006. Et dès l'institution de cette journée, il y a la question en fait d'un équipement national qui soit dédié à cette histoire, qui est devenue récurrente au fil de ces commémorations, avec l'idée du besoin d'avoir un musée à Paris sur cette histoire de l'esclavage, dédié à cette histoire. Le MACT va être une des réponses et probablement la réponse en fait d'une institution culturelle dédiée à cette histoire en Guadeloupe. L'histoire continue, l'histoire des institutions autour de la question continue, et en 2017, les revendications des associations qui se sont fédérées en un comité vont aboutir à l'instauration d'une seconde journée nationale, et donc cette fois une journée nationale à la mémoire des victimes de l'esclavage, donc le 23 mai. Et en 2017 aussi, il y a une mission de préfiguration pour la mémoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions qui va aboutir en 2019 à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Parallèlement, donc 2019, la création de cette fondation, et le 1er août 2019, le MAC, qui est ouvert depuis 4 ans, va connaître on va dire un changement de statut, mais en fait va acquérir un statut, celui d'un établissement public de coopération culturelle, et donc celui d'un statut autonome, mais qui soit en partenariat avec les collectivités et l'État. Donc c'est une phase, après 4 ans d'ouverture et de développement du projet, c'est une phase d'institutionnalisation pour le MAC. Donc on voit bien que la reconnaissance de cette histoire, de cette mémoire et de ces patrimoines des traites, de l'esclavage et des abolitions, cette reconnaissance, elle se construit sur le temps long, et elle se construit donc sur ces deux jambes, une jambe dans les Outre-mer et l'autre au niveau national, enfin
comment dire, dans les Outre-mer au niveau plus local, avec les communautés locales, et puis une autre au niveau national. Donc, à son ouverture, le MACT, en fait, catalyse vraiment toutes ces énergies. Et c'est important de le rappeler que cette institution, elle n'est pas ex nihilo, mais qu'elle est vraiment le résultat et l'aboutissement de travaux et le fruit d'efforts et de volontés conjuguées. Alors, quelle mission pour ce Memorial Act? Dans le nom déjà du MACT, la question de l'acte, en fait, de l'acte du souvenir, mais de l'acte aussi de la résistance est très fortement ancrée. Et vraiment, le MACT est conçu comme un outil pour la fabrication d'une société, en fait, une société nouvelle qui se reconnaît aussi dans un mieux vivre ensemble. Alors, le MACT, en réalité, il permet de célébrer, de se commémorer et de mieux comprendre. Alors, de mieux comprendre l'histoire, l'histoire du territoire, mais aussi l'histoire de l'esclavage dans la Caraïbe et plus globalement, de commémorer cette mémoire. Il y a une dimension, évidemment, Memorial Act, une dimension mémorielle qui, elle, prendra plus sa place sur justement ce mort de mémoire qui fait face au MACT et qui lui est relié par une passerelle. Et puis, une dimension patrimoniale qui permet de célébrer les héritages de toutes ces cultures et de toute cette création culturelle, en fait, qui a pris naissance dans la société de plantation et s'est déployée et s'est développée par la suite. Donc, voilà un petit peu l'ambition de ce projet qui est de créer un lieu vraiment dédié à la mémoire collective, mais qui permette d'aborder à la fois la mémoire, à la fois l'histoire et à la fois les patrimoines. C'est aussi un lieu multidisciplinaire parce qu'évidemment, il y a toute la dimension des sciences humaines dans leur globalité, mais il y a aussi la multiplicité des formes d'expression culturelle qui vont être aussi abordées. Et puis, il y a une très forte, et ça c'est une des spécificités du lieu, une très forte recherche sur les questions de généalogie. Et ça, c'est une des dimensions qu'on doit développer en lien avec les archives. Et donc, comme je disais aussi, ce lieu qui permet le recueillement, mais qui s'appuie aussi sur la recherche et qui va, par un certain nombre de résidences dont on parlera plus tard, aider, soutenir le développement de la recherche. Alors, donc, on a parlé un peu du développement architectural et en fait, à ce stade où le MACT s'institutionnalise, il y a un vrai enjeu qui est celui de la conquête de nouveaux publics. Donc, on va passer à l'autre diapositive. Et cette conquête des publics, elle passe par une réflexion sur une meilleure appropriation de l'institution, une plus grande appropriation de l'institution par le public résident. Parce qu'évidemment, ce bâtiment, on le voit de l'avion hein, quand on a atterri en Guadeloupe, donc aucun touriste ne le rate, c'est un passage obligé. Donc, hors pandémie, 90% des visiteurs du MACT jusque-là étaient des visiteurs, des touristes. Donc, il y a un très, très grand enjeu de permettre à la population de mieux vivre le MACT, de mieux s'approprier le MACT. Alors, évidemment, pendant cette année 2020, les proportions ont été un peu différentes. On était à 60% de touristes parce qu'il y a eu des moments où l'île a été fermée au tourisme. Et donc, évidemment, ce sont essentiellement les résidents qui ont fait le gros des visiteurs. Sur cette question de la fréquentation, et on en reparlera peut-être qu'on parlera sur la façon dont le MACT a vécu la pandémie, mais en tout cas, hors pandémie, le MACT, c'est à peu près 10 000 visiteurs par mois,
tout site, toute manifestation confondue. En réalité, c'est 5000 visiteurs en ce moment. C'est 75 000 visiteurs par an pour les expositions. Et en revanche, 140 000 visiteurs, toutes manifestations confondues. Donc, ce qui vous donne une très grande, comment dire, une perception de la très grande importance de l'autre partie du MAC, qui est toute la partie sur le patrimoine immatériel et sur le spectacle vivant, parce qu'on a beaucoup de visiteurs résidents qui fréquentent très très régulièrement l'auditorium, mais ne sont jamais rentrés dans l'exposition permanente en fait. Et cela, même certains journalistes nous l'avouent, être des réguliers de l'auditorium et n'être pas rentrés dans l'exposition permanente. Donc cette dimension-là, elle nous pose question, et c'est aussi ce qui a en gros c'est sur cette dimension-là que s'est appuyée la réflexion pour développer le nouveau projet. Alors, la conquête de nouveaux publics, elle passe, et je vais passer à la diapositive suivante, elle passe aussi par la volonté d'accueillir des expositions de dimension internationale. Donc, avant le passage à ce nouveau statut d'établissement public, le MAC avait déjà accueilli un certain nombre d'expositions produites hors de Guadeloupe. Mais là, avec le modèle noir, c'est vraiment une exposition d'une autre envergure qui est accueillie par le MAC, et on le voit dans la fréquentation, alors que l'exposition qui avait fait venir le plus de visiteurs jusque-là était Zoo Humain, et c'était 20 000 visiteurs sur 6 mois. Le modèle noir a fait venir à peu près 40 000 visiteurs. On va voir la diapositive suivante. Voilà, 39 693 exactement visiteurs en 3 mois. Donc, on a vraiment là une progression tout à fait importante. Alors, avec une dimension aussi sur la politique tarifaire, parce que quand la première diapositive sur la conquête de nouveaux publics, elle démarre aussi avec cette offre qu'on a faite pendant le modèle noir sur le prix d'entrée au MAC. Et c'est vrai que si la fréquentation du modèle noir était très timide les 2 premiers mois, le dernier mois, pour beaucoup de facteurs, et notamment cet effort sur la politique tarifaire que nous avons fait, a vraiment permis d'avoir 1600 visiteurs par jour au lieu des 300 habituels. Donc, cette politique d'accueillir des expositions d'envergure internationale, c'est une politique que nous allons continuer et qui a vraiment débuté avec le modèle noir, et dont j'ai hérité puisque c'est la précédente équipe, la précédente gouvernance qui avait mis en place ce projet. Sur cette question du coup de la conquête de nouveaux publics, le nouveau projet met vraiment l'accent sur, et là on va voir la prochaine diapositive, sur le public adolescent, parce que cette question de l'histoire, de la mémoire et des patrimoines des traites, de l'esclavage et des abolitions, évidemment, elle concerne particulièrement cette classe d'âge qui aborde ces thématiques pendant leur cursus scolaire, mais ce sont aussi des questionnements qui les intéressent sur la société, sur leur identité, sur leur construction personnelle. Donc, on fait un effort, on développe un programme vraiment dédié et spécifique à la classe d'âge 15-35 ans, qui est aussi finalement parmi les visiteurs la classe d'âge la plus compliquée à capter. Mais on se rend compte qu'avec évidemment une offre très très ciblée, on arrive à développer des programmes qui les intéressent dans le temps scolaire, mais aussi hors temps scolaire. Et puis, alors la prochaine diapo, et puis d'ailleurs la suivante. Voilà. On a aussi fait un gros effort
comment dire, de communication en travaillant avec la presse nationale, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, cette institution était finalement pas encore si connue que ça et pas identifiée, si identifiée dans le paysage muséal quand on est dans l'Hexagone, qu'on soit à Paris ou dans d'autres villes, et que c'est finalement en atterrissant sur l'île qu'on découvre le bâtiment de l'avion et qu'on se rend compte que c'est un passage obligé. Donc, il est vrai que que comme on est dans l'année de la célébration des 20 ans de la loi Taubira, il va y avoir un regard aussi plus attentif en fait sur le MACT et sur ce nouveau MACT qui est en train de se développer. Donc c'est vrai qu'on a profité pour établir des liens avec cette presse spécialisée. Donc ça, ce sont un petit peu c'était un petit peu pour parler de notre grosse préoccupation, qui est celle de conquérir ces nouveaux publics. Et ces nouveaux publics, en fait, ils sont proches de nous. On va passer à la diapositive suivante. C'est notre public de résidents, on dirait aux États-Unis, on dirait dans le monde anglo-saxon, la communauté du musée, en fait, la communauté locale. Et donc, le nouveau projet, il a développé des opérations autour d'une idée qui est le MACT en nous, MACT en nous. Donc, c'est un jeu de mots entre le créole et le français. L'idée, en fait, que en nous, en créole, c'est notre MACT, et que ce MACT, il vit en nous, en français, il vit à l'intérieur de nous, que c'est une partie de nous. Et donc, on a développé un certain nombre d'opérations. Et donc, alors, prochaine diapositive, c'est un projet qui se déploie en fait sur 5 piliers. C'est un projet muséographique qui s'appuie sur 5 piliers en fait pour transformer ce MACT. L'idée étant qu'il y a un fort enjeu d'appropriation par la communauté locale parce que l'exposition permanente en fait ne correspondait pas forcément aux attentes de ce public à son ouverture et que du coup il a fallu en fait réfléchir aux meilleurs moyens en fait de capter l'attention de ce public. Alors le confinement de ce point de vue a été relativement salutaire parce qu'il nous a permis de faire une pause et de nous recentrer pour reconfigurer l'offre et reconfigurer la manière de vivre l'institution. Donc ce MACT en nous, c'est notre MACT et il vit en nous. Il a l'ambition en fait de répondre à l'exigence des Guadeloupéens vis-à-vis du MACT et de le faire en exploitant alors le lieu lui-même. Donc on va voir la prochaine diapositive. Donc c'est d'abord 5 actes et 5 lieux. Donc les expositions évidemment, le Morne-Mémoire dont on vient de parler et qui va faire l'objet d'un projet très spécifique. Le territoire qui là aussi va nous permettre de partir en commune, de partir sur le territoire avec un MACT mobile. Le forum, c'est la dynamisation d'autres espaces dans le MACT. Et puis la boutique du MACT qu'on va complètement transformer pour qu'elle puisse accueillir les créateurs, les artisans créateurs et leur permettre d'avoir une vitrine dans cette institution. Alors, c'est 5 actes, c'est 5 lieux, mais c'est aussi 5 thématiques qu'on va voir à la prochaine diapositive. Et donc, ces 5 thématiques, en fait, s'articulent autour de cette notion de la place de la mer dans la construction de ces sociétés de plantation. Derek Walcott dans son discours du Nobel, Les Antilles, fragments d'une mémoire épique, a très bien exprimé en fait cette idée. Il a fait référence à cette matrice historique qui a produit en fait les sociétés de la Caraïbe. Et cette matrice, c'est la mer. Et donc, la traversée transatlantique
est à l'origine est à l'origine du mythe fondateur en fait de ces sociétés de plantation. Il y a un lien plus ou moins distendu avec la mer, mais en tout cas, c'est cette mer qui façonne ces sociétés en agrégeant en fait des fragments de culture, donc des fragments de culture amérindienne, africaine, asiatique, européenne et plus tard orientale, qui sont échoués en fait sur les mêmes rives et qui se recomposent et reconstruisent une société. Donc ces cultures se créolisent et créent de nouvelles formes d'expression qui, 5 siècles après, laissent très très peu de traces matérielles, mais s'épanouissent essentiellement dans le registre de l'immatériel. Et donc c'est vraiment ce qu'on va explorer, ces 5 actes et ces 5 thèmes, donc des continents qui se rencontrent, des hommes qui se croisent, des océans, des connexions qui se font et des savoirs qui se produisent dans ce creuset en fait que constitue cette société de plantation et la société et la post-plantation. Et puis ces 5 actes, c'est aussi ces 5 piliers, ces 5 actes, c'est aussi 5 priorités. Et donc ça, c'est la prochaine diapositive. Donc les collections, le MACT, c'est à peu près 3500 objets, 500 objets dans l'exposition permanente et puis et le reste évidemment en réserve. C'est évidemment la grande attention qu'on va porter au patrimoine culturel immatériel. C'est la création contemporaine et puis les artisans créateurs et puis ce sont les langues, on va en parler, et puis la jeunesse, on l'a dit, avec cette attention très forte au jeune public. Et donc ces 5 actes, c'est donc 5 programmes donc c'est la prochaine diapositive. 5 programmes qui vont décliner en fait tous ces concepts que je viens d'évoquer rapidement. Donc le MACT en parole. Alors c'est en créole, hein, en parole, mais on comprend que c'est le mot parole en français. Et donc, c'est toute la question de l'oralité qui va être abordée. On en parlera tout à l'heure. Le MACT en dehors, donc ça, c'est le MACT en dehors. Et c'est ce MACT mobile qui va se déplacer sur le territoire. Alors, le MACT Timoun, c'est le petit musée des enfants, avec une offre spécifique qui sera dédiée. Et puis, le MACT 3.0 pour les 15-35 ans. Et enfin, le MACT Lab, c'est le MACT qui va être dédié au soutien à la recherche. Donc, tous ces programmes, ces 5 orientations, elles prennent la forme, on a choisi de leur donner un visage en quelque sorte, et qu'on peut voir donc dans la diapositive dans la prochaine, voilà, celle-ci. Et chacun de ces personnages, en fait, sera l'icône d'un de ces programmes. Et on s'est retrouvé dans cette situation, on va un peu parler de la pandémie, puis on en parlera un peu plus tard, dans cette situation où finalement tous les musées de France étaient fermés au public pendant le mois de novembre, et beaucoup de musées en Europe aussi. Et donc, on s'est retrouvé dans cette situation un peu paradoxale. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a un peu lancé cette campagne de communication dans une période un peu morose où nous, notre seconde vague, on l'avait eu un peu plus tôt et qu'on était en fin de seconde vague et qu'on n'avait pas été confinés pendant cette seconde vague et que du coup, notre musée était ouvert et était le seul grand musée en France et peut-être en Europe ouvert au public. Donc, on était... tout en pensant aux collègues dont les institutions étaient fermées, on se disait que c'était l'occasion aussi de parler du MACT. Donc le MACT, effectivement, dans ce temps de pandémie, a réouvert le 11 juillet sans discontinuer et s'adapte en fait à cette situation. Alors, on va développer un petit peu, je ne sais pas si on en a le temps, je ne sais pas depuis combien de temps je vous parle du MACT. Émilie, non, je pense qu'on a encore un peu de temps avant de discuter. Alors, juste pour vous présenter, pour développer un peu certains des projets que j'ai évoqués, dont j'ai parlé. Donc, la prochaine diapositive.
et là, on retourne sur le mort de mémoire. Donc, vous reconnaissez la vinaigrerie. Et donc, ce morne, en fait, c'est une petite colline. De ce morne, on voit, il y a une vue magnifique que vous apercevez ici. Et c'est un morne en jachère. Et notre projet est d'y faire un jardin créole. Alors, le jardin créole, c'était une dimension du MACT, une dimension du projet du MACT dès le départ. Et d'ailleurs, dans l'exposition permanente, il y a un petit jardin créole qui a été confié à un artiste et qui l'a sublimé en quelque sorte. Mais là, ce qu'on souhaite faire avec le jardin en nous, c'est un véritable jardin créole, parce que ce jardin, c'est un des héritages c'est un des marqueurs de cette mémoire de l'esclavage. C'est cet héritage en fait de savoirs médicinaux, donc de ces savoirs liés aux plantes et à la nature, dont la mémoire de la traite, de l'esclavage et des abolitions en fait tend à se faire l'écho. C'est l'endroit finalement où le corps de l'esclave va échapper à son appropriation par le maître. Et en cela, le jardin en fait devient finalement un lieu sacré. C'est dans l'espace un peu clos et violent de la plantation. Le jardin créole, c'est l'endroit où ces femmes et ces hommes vont puiser en fait dans leurs ressources, dans les réminiscences de l'autre rive, l'Afrique, pour créer et recréer des techniques, pour réinventer une pharmacopée et pour imaginer aussi des innovations culinaires, tout en les créolisant en façonnant finalement des usages nouveaux avec ce qu'ils vont aussi puiser des connaissances amérindiennes, européennes, et un peu plus tard, avec l'arrivée des premiers migrants venus des Indes asiatiques. Et donc, ce jardin créole, c'est vraiment un des instruments fondamentaux de résistance en fait à cette condition servile. C'est un programme, alors on va regarder la prochaine diapositive. C'est un programme qui a eu beaucoup d'écho dès qu'on l'a développé. Alors qu'on a développé en partie avec il y a un programme spécifique du service militaire adapté qui est un programme qui existe pour les Outre-mer et qui permet du coup d'atteindre cette classe d'âge et qui passe par ce service militaire adapté et qui n'aurait pas forcément eu comme premier réflexe de venir au MACT. Alors, on va regarder la diapositive suivante. Donc, ce jardin créole, et puis la prochaine aussi. En fait, ça a été la thématique qu'on a développée pour la commémoration du 27 mai, à la sortie du confinement. Et on a réalisé un certain nombre d'interviews, une quarantaine, de personnes de tous horizons, politiques, vous reconnaissez le président de région, littéraire, artistique, Simone Schwarzbart, mais aussi des agriculteurs, un prêtre hindou. Enfin, on a vraiment eu des personnes de tous horizons et on s'est rendu compte que ce jardin créole, en fait, il y avait une communauté d'esprit sur cette question et que cette mémoire, elle n'était pas enfouie très très loin et que le lien avec l'histoire et la mémoire de l'esclavage se faisait de façon assez naturelle et assez directe. Donc c'est un projet qu'on a continué à développer, qu'on va continuer à développer. On va voir la diapositive suivante. Et donc, la commémoration connectée, le musée n'était pas réouvert, c'était le 27 mai. Et c'est pour ça qu'on est passé par le biais de ces entretiens filmés. Et puis, quand on a réouvert le 11 juillet, la première manifestation lors de la réouverture, on a réouvert aussi avec une manifestation autour du jardin créole, des échanges scientifiques et des échanges aussi plus pratiques autour des savoirs médicinaux qui ont eu beaucoup de succès et qui ont permis d'ancrer le MACT dans ce terroir, dans le terroir de sa communauté de résidents et de ses communautés locales. Et nous a permis de capter l'attention de ce public que l'on souhaite vraiment attirer au MACT.
Alors, ce morne mémoire, en fait, ce site est vraiment très, très riche enfin, le potentiel est assez énorme. Et donc, on peut le voir dans la diapositive suivante. Alors, ça, ce sont des images en période de pandémie qui ont l'air un peu surréalistes. Et pourtant, c'était le 17 juillet. Sur le morne mémoire, nous, le virus ne circulait plus. Donc, c'est la petite pause qu'on a pu faire un peu festive et qui montre à quel point aussi ce site il peut être exploité de différentes manières et tout en reliant justement. Alors là, c'était une garden block party qui s'adressait à un public au de 15-35 ans qu'on souhaite attirer au MACT. Mais en même temps, comme vous pouvez le voir, en fait, les participants avaient entre 7 et 77 ans et c'est une manifestation qui a eu beaucoup de succès avec la présence d'artistes graffeurs qui ont en fait sur le site pendant cette Garden Block Party qui ont créé des œuvres qui sont restées après, qui vont intégrer après les collections de l'institution. Donc, ça permet de parler de la création artistique au MACT, parce que le MACT, comme je vous disais, c'est 500 œuvres, mais c'est aussi 25, l'exposition permanente, en tout cas, c'est 25 œuvres contemporaines. Le projet, dès le départ, a cherché à combiner, en fait, différentes formes différentes œuvres, à chercher à établir un dialogue entre les artistes contemporains, les collections plus historiques, les archives, enfin voilà, différentes façons d'aborder les thématiques qui étaient explorées dans l'exposition permanente. Et donc, c'est un travail qu'on va continuer avec, en instaurant des résidences d'artistes. Alors, on va passer à la diapositive suivante. Et donc, on a lancé une opération qui s'appelle mot phrasé. Alors, mot phrasé, c'est encore une fois un mot créole qui veut dire se transformer. En fait, le mot phrasé, c'est celui qui, la nuit, a la capacité de se transformer en chien ou en oiseau et retrouve après sa peau d'être humain le matin. Donc, le mot phrasé, c'est changer de peau pour en revêtir une autre. C'est sortir de sa chrysalide, c'est faire sa mue, c'est transcender aussi tous les interdits. Et c'est exactement dans cette démarche-là, dans cette dynamique-là que le MACT, que le nouveau projet du MACT s'inscrit. Et l'idée, c'est de faire appel à tous les porteurs de cette mémoire, qu'ils soient artistes, auteurs, philosophes ou conteurs, qui vont avec nous déconstruire l'exposition permanente qui pose débat, en fait, qui suscite beaucoup de débats. Et l'idée, en fait, c'est qu'ensemble, cette exposition permanente, on va la modeler à notre image. Alors, sans la refaire complètement, mais en invitant ces acteurs à des cartes blanches qui vont leur permettre en fait d'investir l'espace de l'exposition et quand ce sont des artistes, de faire dialoguer leurs œuvres avec en fait les œuvres qui sont, enfin de faire dialoguer leurs installations avec les œuvres qui sont sur place pour en réinterpréter le discours. Donc Philippe Thomarel, qui est un artiste guadeloupéen qui vit à Paris, nous a rejoint au mois de juillet pour lancer ce mot phrasé, pour inaugurer ce mot phrasé avec nous. Et il l'a fait avec une installation qu'il n'avait pas montrée depuis longtemps, mais on avait travaillé ensemble en 2004 en Suède, avec une toute petite version de cette installation, enfin avec l'installation telle qu'elle était présentée à l'époque. Mais pour le MACT, il l'a démultiplié à l'infini et on s'est retrouvé avec, alors on va regarder, la prochaine diapositive, on s'est retrouvé avec 1700 de ces petites poupées dans les différentes salles de l'exposition permanente.
Alors, c'est un objet très singulier qui est connu de tous en Guadeloupe. C'est un objet extrêmement intime, cette petite poupée. C'est une poupée qu'on trouve dans les magasins ésotériques. Et c'est d'ailleurs en allant acheter de l'encens dans un magasin ésotérique que Philippe Tomarel, en 2001, a découvert en fait des bacs remplis de ces poupées blanches et de ces poupées noires, et a eu l'idée de les reconstruire, de les recomposer dans cette installation qui s'appelle Métissage schizophrénique, et qu'il fait dialoguer avec les pièces de l'exposition. Donc, on peut continuer, vous allez un peu découvrir certaines parties de l'exposition. Ça, c'est la première salle où il a mis en fait ce petit peuple, cette société là, en fait, pour aussi dire l'absence, parce que les 4 premières salles, par exemple, de l'exposition temporaire permanente, sont vues en fait du point de vue européen. Et finalement, l'esclave à venir, il est un peu en creux, dans l'absence, dans le non-dit. Et c'est ce que Philippe Tomarel a voulu un peu contrecarrer ou discuter avec ces petites poupées. En fait, elles représentent vraiment, ce sont des poupées qui, pour lui, magnifient en fait la société guadeloupéenne. Et pour lui, en fait, elles représentent un peu ces fragments réconciliés, d'horizons mêlés par leur apparence qui disent justement ce métissage de la façon la plus simple. Elle questionne en fait et elle dévoile aussi toutes ces questions intimes, les non-dits, les paradoxes de cette société. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait avec un objet très simple et reconnaissable par tous. Donc on va continuer, il y a encore quelques images de son installation dans l'exposition. On peut continuer, voilà. Voilà. Et puis, alors, une autre, ça c'était la première résidence, donc qui était consacrée à Philippe Tomarel. On peut continuer. Voilà, donc par exemple là, c'est la salle où est présenté le code noir, et il a lui recréé en fait son propre code avec ces petites poupées et ces dessins qu'on va voir dans la diapositive suivante pour les confronter à ce code noir et au texte. En fait, il réinterprète le texte du code noir. Donc, c'était la première résidence artistique, et puis elle s'en est suivie d'une autre où on a accueilli, alors je vous laisse, voilà, un peu qu'on peut faire défiler les diapositives. Voilà. Et on va passer en fait au second artiste qui est actuellement en résidence depuis le mois de novembre. On a prolongé cette résidence, donc c'est Ronald Cyril, qu'on appelle aussi B-Bird, en fait, parce que c'est un artiste qui est aussi un artiste qui fait du graphe, de la peinture et du graphe. Et en fait, cette résidence, parce que c'est un artiste qui est ancré dans les cultures urbaines et dans cette culture du graphe, en fait, elle nous a permis de lancer ce programme dont j'ai parlé, de ce MACT 3.0 en faveur, enfin dédié en tout cas aux 15-35 ans. La création contemporaine de la Caraïbe, elle souffre d'un manque de visibilité et de manque de présentation dans des institutions culturelles d'envergure. Et cette résidence, en fait, c'est une résidence connectée en collaboration avec le Pérez Art Museum. En réalité, Ronald Cyril devait partir en résidence au Pérez Art Museum, et la pandémie nous permet finalement, comme cette culture du Zoom qu'on a tous pu acquérir cette année, nous permet aussi de faire de belles choses. Et donc, on a pu faire cette résidence connectée entre Miami et Pointe-à-Pitre autour du travail de Ronald Cyril, qui donc, depuis le mois de novembre, en 3 mois, a produit une quarantaine d'œuvres. Donc là, on peut faire défiler son travail, qui est un travail très, très onirique, qui s'inscrit vraiment dans la culture du conte,
du conte créole, qui revisite en fait aussi ces paysages, mais aussi toute la violence, en fait, toute la violence larvée de cette société, toute la violence des relations qui peut ressortir comme ça, surgir de façon assez volcanique sur des questions parfois extrêmement qui n'ont voilà, sans importance. On peut continuer à faire défiler son travail et c'est vraiment, il a vraiment cette réflexion sur une société en apparence idyllique et en profondeur d'une très grande violence. Euh, et donc, ce travail nous a permis, avec Ronald Cyril, de travailler avec ce public adolescent, jeunes adultes, notamment sur cette thématique du Black Lives Matter, où il a fait des ateliers avec ces jeunes autour de ces questions. Et puis, pour le Black History Month, donc on peut passer à la suivante. C'est aussi autour du travail de Ronald Cyril. Donc, on va développer et décliner ce Black History Month avec ce principe des ateliers ouverts où donc les visiteurs peuvent venir dans l'atelier pendant que Ronald crée et discuter avec lui de ses créations et toutes ses œuvres sont présentes. Alors, c'est un espace, en fait, qui était un espace de 200-300 mètres carrés, qui était en réalité un ancien snack fermé depuis plusieurs années, qu'on a décidé de reconvertir en atelier d'artistes, puisqu'il n'y avait pas d'atelier d'artistes dans l'institution. Et c'est un magnifique espace qui s'y prête très bien, qui est extrêmement aéré, clair, avec une vue magnifique sur la mer. Et c'est cet espace-là qui devient notre forum, et donc cet espace qui a des fonctionnalités multiples et qui en ce moment, depuis 3 mois, accueille Ronald Cyril en résidence. Un accent porte sur la jeunesse avec donc les plus jeunes cette fois, une préfiguration du Mac Timoun, le Mac pour enfants, ont l'idée d'avoir une offre spécifique dédiée, de développer une muséographie pour dès le plus jeune âge, dès 3 ans en réalité, pour que les enfants puissent s'approprier le MACT hors de la visite scolaire et que les parents aussi puissent identifier le MACT comme un lieu d'activité en famille qui soit privilégié. Donc là, on n'a pas réinventé le fil à couper le beurre. L'équipe de médiation travaillait déjà en fait sur ces goûters non. Et c'est en fait ce qu'on a choisi de développer. Alors donc là, ça c'était l'année dernière, c'était le carnaval l'année dernière du petit MACT en Larilla, où les enfants sont venus toute la semaine au MACT, tous les jours, pendant les vacances de carnaval de février. On fait leurs costumes, on fait leurs instruments de musique avec une association, un groupe carnavalesque, et après on pu défiler avec leur petit groupe. Alors ce MACT en Larilla, il n'est pas seulement dédié aux enfants, il est aussi dédié aux plus grands. Donc c'est ce qu'on peut voir. Voilà. L'expression en Larilla, c'est dans la rue. C'est une expression qui est utilisée pour le carnaval, en fait, descendre dans la rue. Et donc, c'est ce patrimoine immatériel autour du carnaval qui est aussi un héritage très, très fort, en fait, de cette société de plantation. C'est une dimension qu'on explore et qu'on explore chaque année, même dans des années où les restrictions ne permettent pas, en fait, un carnaval tel qu'on en a l'habitude, mais ça nous permet de faire carnaval autrement, et donc on a réfléchi à la façon de faire carnaval autrement au MACT avec l'aide d'un chorégraphe, Ovid Carindo, qui donc nous fait l'amitié de venir à chacune de nos nocturnes avec quelques musiciens
de groupes carnavalesques différents et il revisite en fait tous les carnavals de la Caraïbe et toutes les traditions carnavalesques, les traditions de costumes différentes. Donc, on ne peut pas faire carnaval tous ensemble, défiler, débouler dans des groupes, mais on peut regarder Ovid Carindo et ses acolytes en quelque sorte faire carnaval et c'est une façon pour nous de continuer le carnaval même en temps de pandémie. Voilà, alors après le MACT en parole, donc ça c'était donc une des opérations et là on retrouve un sujet qui nous est cher à Émilie et à moi et effectivement on s'est rencontrés au moment où j'étais chargée des politiques linguistiques dans les Outre-mer, à la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Et je crois que dans mon parcours en fait, de conservateur du patrimoine, ça a été un moment fondamental pour mieux comprendre en fait, comment aborder cette dimension du musée, comment le musée peut se développer, se définir dans un environnement où la culture immatérielle est prégnante. Et donc, la place de la langue qui permet finalement de mieux comprendre, de mieux aborder en fait la création matérielle aussi. Ça, c'est vraiment par cette expérience à la DGLFLF que j'ai pu comprendre en fait ces problématiques qui sont fondamentales pour le développement d'un projet au MAC. Donc, comme vous le voyez, le créole est très, très présent dans nos réflexions parce que finalement, on est aussi sur des sociétés, ces sociétés de plantation, qui ont vu émerger dans un laps de temps extrêmement court, prodigieusement court, une langue, dans une situation en plus d'incommunicabilité totale, hein, par la violence des relations, mais aussi parce que les gens qui étaient en contact parlaient des langues différentes. Et il y a cette langue commune qui émerge très rapidement. Et en fait, c'est aussi pour ça que le créole est un élément clé en fait des réalisations du MACT et du laboratoire aussi d'innovation du MACT, parce qu'il est l'expression première finalement de ce patrimoine culturel immatériel. Et le créole, en fait, c'est, alors là, je vais redire tout ce que j'ai appris hein, de mon expérience à la DGLF, mais c'est cette langue culture, c'est cette langue qui permet d'aborder la création et qui surgit en fait dans cet univers de la plantation avec une vivacité finalement remarquable à l'échelle de la naissance des autres langues de l'histoire de l'humanité. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose dont on doit avoir conscience dans notre institution et dont on doit se faire l'écho. C'est une langue aussi, et là je cite l'ancien délégué à la langue française, qui porte un regard extrêmement singulier hein, sur le monde. Et si l'on veut explorer cette mémoire-là, c'est important de le faire dans cette langue-là aussi, et dans la manière dont elle structure, et en tout cas de comprendre la manière dont elle structure les rapports aux autres et à son espace. Alors, on va regarder la diapositive suivante. Donc, on le fait avec un linguiste qui est Hector Poulet, qui lui aussi nous fait l'amitié de nous accompagner tous les vendredis et de partager sa science du créole avec des non-créolophones, mais aussi avec une majorité de créolophones. Et par toutes ces opérations-là, on se rend compte qu'on cible, enfin on arrive à attirer ce public qui nous soucie tant. Et donc cette langue créole, elle dit par ses proverbes, et c'est pour ça que chaque année, on a un proverbe qui dit la devise de l'année en fait, parce que tous ces proverbes, ils sont nés dans l'univers de la plantation. Ils disent la violence de cet univers, ils disent aussi la résilience, en fait, l'espoir et la résistance, et ce qui permet aux gens... ce qui a permis aux gens
de subsister et de survivre. Et donc, chaque année, on va avoir un proverbe. Donc, en 2020, on avait Sakilapur de Lopa Achaye. Alors, dans la traduction littérale, c'est ce qui est là pour toi, la rivière ne l'emportera pas. Et en fait, c'est on n'échappe pas à son destin. Donc, ça a une connotation positive et ça peut être aussi une connotation, mais c'est plutôt une connotation positive en fait. C'est plutôt dans une dimension, la dimension de l'espoir. Et puis, donc ça, c'était l'année dernière, en 2020. Et puis, pour 2021, parce qu'on est dans une institution qui remue, qui fait débat, qui bouscule, on a choisi un proverbe, Deyedo, c'est mon pays. Derrière soi, il y a un monde. Et la traduction, c'est agir et laisser dire. Et chaque fois, on met un peu aussi ce proverbe en relation avec une pièce des collections. Et c'était intéressant aussi cette idée de derrière soi, il y a un monde. C'est aussi dire que finalement, plusieurs mondes ont construit ce monde-là dans lequel on évolue, ce monde de la société caribéenne. C'est le fruit de plusieurs mondes. Donc derrière soi, il y a un monde, il y a des mondes. Et comme c'est l'année où on va renouer avec l'Afrique au MACT, on fait ce petit clin d'œil là aussi. Et puis, c'est aussi agir et laisser dire, parce que dans cette société d'une grande violence, il faut avancer sans se préoccuper justement de tous ces bâtons qui peuvent être sur le chemin. Donc c'est un petit peu ça. Et puis bon, alors l'année prochaine, on espère qu'on trouvera aussi quelque chose dans un proverbe qui va nous donner le ton de l'année. Mais c'est un peu aussi rappeler en fait que toute cette philosophie créole, elle passe aussi par ces proverbes. Alors ça, c'est anecdotique. Le MACT en parole, c'est aussi alors on va voir la prochaine, ce sont des résidences de création. Et particulièrement de ce temps de pandémie, on a souhaité soutenir en fait les artistes et leur permettre de continuer à créer, à travailler et de continuer à nous faire rêver. Et donc, on a eu 2 résidences de création autour de cette oralité, de porteurs et de chantres de la langue créole, donc l'œuvre de Simone Schwarzbart, qui a donné lieu à une création musicale. Et cette résidence-là va se continuer, va reprendre en fait, parce que c'était une création c'était le début en fait, l'émergence de la création. Et puis la seconde, autour d'un autre, donc là c'était autour d'un écrivain, Simone Schwarzbart, et puis la seconde, ça a été autour d'un chanteur qui a beaucoup marqué en fait le monde de la musique en Guadeloupe, dont on célébrait les 10 ans de sa mort et qui, par ses textes, notamment certains de ses textes parlaient très directement de l'histoire de l'esclavage, mais d'autres plus indirectement parlaient de la société créole, de la façon dont elle évolue, de la façon dont elle se construit. Du coup, ça a aussi donné lieu à une résidence de création. Donc ça, c'est la suivante. Voilà, et puis ce MACT en parole, il est aussi rattaché plus largement au MACT Lab, c'est la suivante. Et donc, ce MACT Lab, en fait, ce sont les résidences de chercheurs parce que les sujets qu'on doit abordés sont tellement vastes qu'on a décidé d'avoir recours à une expertise scientifique régulière et variée par le biais de résidences de chercheurs. Et donc, on a d'abord reçu Mantia Diarawa et Terry Gaze. Mantia Diarawa pour travailler... alors, les deux, d'ailleurs, ont travaillé sur le fond glissant, puisqu'on a la chance d'avoir ce fond glissant au MACT, la collection personnelle d'Édouard Glissant. Lui, du point de vue
de la littérature, et puis Terry Gaze du point de vue de l'histoire de l'art. Donc on espère que ce projet, que cette résidence va déboucher sur un projet d'exposition. On profite aussi du passage de chercheurs hein, sur le territoire, de gens qui viennent pour des terrains, et donc on a pu travailler avec Gaetano Charcia le mois dernier, donc ça c'est la diapositive suivante, qui lui est anthropologue et directeur de recherche au CNRS et travaille beaucoup sur la mémoire de l'esclavage au Bénin. Et maintenant, son terrain de recherche, c'est la Guadeloupe. Donc, il fait ce lien entre la mémoire de l'esclavage au Bénin et la mémoire de l'esclavage en Guadeloupe. Et donc, ça a été aussi l'occasion pour nous de montrer certains de ces films, et notamment à ce public de jeunes adultes avec lequel on essaie de développer des programmes. Donc ça, c'était pour le MacLab. Et puis, alors, la dernière opération qu'on va développer, c'est le MACT Tandero, le MACT sur le territoire. L'idée étant d'aller sur les places des communes à la rencontre des Guadeloupéens qui ne viendraient pas spontanément au MAC, et leur donner l'envie de créer un désir de MAC. Alors, on n'a pas encore créé notre petite structure parce que ça va donner lieu à un concours d'architectes, mais on s'inspire, en tout cas, ce qui nous a inspiré ce MAC Tandero, c'est cette structure qui a été développée par Anno Ghana, et de ce musée mobile. Et il faut que nous, on trouve celle qui nous ressemble, c'est une structure qui nous ressemble pour partir sur le territoire. Et enfin, juste pour vous parler un petit peu de cette opération qu'on a développée en sortant de la pandémie, le Lalinka Clairé, donc c'est le MACT au clair de lune. C'est notre nocturne. On a instauré une nocturne le vendredi soir. Et en fait, les 3 premiers mois de la nocturne, elle a été dédiée en fait au personnel soignant de l'hôpital de Guadeloupe qui s'était beaucoup dévoué en fait pendant les 3 mois de confinement. Et donc, on leur a offert cette pause culturelle, cette pause au MACT par un programme. Donc, on peut voir la diapositive suivante. Le Lalinka Clairé, qui était et qui nous permettait aussi de faire vivre, hein, de soutenir les artistes, et qui donc chaque vendredi nous permettait d'accueillir une formation artistique différente dans l'exposition à la fin de la visite privée qui était offerte à ce personnel soignant. Donc voilà un petit peu une présentation des orientations du MACT. Et voilà, je serais très heureuse d'en discuter avec vous. Merci beaucoup, Laurella, pour cette présentation et pour ce travail extraordinaire que vous faites au musée MACT. Moi-même, je n'ai jamais eu l'occasion, malheureusement, de le visiter, mais je suis impressionnée par cette capacité que vous avez de lier les aspects mémoriels avec des aspects beaucoup plus contemporains et même festifs voilà, pour vraiment inviter les habitants aussi à s'approprier ce lieu, que ce soit à travers une fête, à travers le carnaval, à travers des activités culturelles, et ce dialogue aussi que vous faites entre les collections qui, si je l'entends bien, font l'objet de débats, et des artistes qui viennent justement peut-être répondre et apporter leurs réponses dans ce débat.